le projet de népalisation, on se rend compte que les guéguerres personnelles, bref, la stupidité, prévaut sur la réelle volonté de changement. La népalisation signifie une méthode qui a fonctionné dans un pays, le Népal, qui présente toutes les caractéristiques du Cameroun. La diversité ethnique, la diversité tribale, la brutalité de la police, et la corruption du gouvernement. C'est exactement les mêmes ingrédients qu'on a au Cameroun, les mêmes en tout point. Et la népalisation, c'est le fait de consigner dans tous les éléments qui ont suscité le courroux de la population et qui les a amenés à descendre dans la capitale pour renverser les autorités. Normalement, il ne devrait pas y avoir débat dessus. Mais comme on est un pays de sorciers, mais de très haut vol, comme on est un pays peuplé par des démons de fort calibre, vous entendez des gens vous dire que la népalisation, on va combattre ça. La népalisation, ça ne marchera même pas. La népalisation, c'est des bêtises. La népalisation, c'est des conneries. Vous voyez, quelqu'un a fait un plat de héros. Il a mis la peau de bœuf, il a mis les feuilles de machin, il a mis le watafoufou. En fait, il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Et ça donnait un bon héros. Son voisin dit maintenant, ok, j'ai vu comment on fait le héros, je vais préparer moi aussi en appliquant les ingrédients que j'ai vu mon voisin faire. Et il y a quelqu'un carrément qui vient, qui passe à côté, qui dit, ah, c'est des bêtises, ne fais pas, ça ne va pas marcher. Mais comment ça? Si ça ne marche pas, il faut donc quoi pour faire le héros? Ce n'est pas un choix, c'est un impératif. Je vous parle ici souvent d'Emmanuel Kant et l'impératif catégorique, c'est de ça qu'il est question. Tu n'as pas le choix, c'est un absolu. La népalisation, c'est ce qu'il faut faire pour chasser Biya. Et la népalisation passe par la consolidation, la condensation des éléments, des casus belli potentiels qui peuvent amener un soulèvement. Mais je vous ai aussi dit que Paul Biya a mangé la chair humaine des camères. Et c'est ça qui fait que vous avez des camères quand on leur dit, bon, voici comment nos voisins ont fait, voici comment nos amis du Népal ont fait. Et ça fait tomber le régime. Vu qu'on est dans le même contexte, dans le même type de pays, on a même le même nombre d'habitants. Je vous ai dit, le Népal et le Cameroun, c'est des pays jumeaux sur toute la ligne. Donc, vu qu'on est dans la même configuration, appliquons les mêmes formules. Les gens vous disent que non, 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 c'est des bêtises. Tu te demandes, mais qu'est-ce que vous avez alors en tête qui n'est pas une bêtise? Si je sais bien quelque chose qui est une bêtise, c'est de se dire qu'on va renverser le régime Biya en restant sans rien faire, en restant à la maison. Ça n'existe pas. On peut renverser un régime en faisant une grève et pendant la grève, on manifeste et on revendique, mais on ne peut pas renverser un régime en faisant une ville morte, c'est-à-dire en bloquant tout, l'économie, mais en se bloquant soi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est tellement pas possible et pas tenable que ceux qui se sont enfermés seront toujours les premiers à ressortir alors que personne ne le leur a demandé. Le régime peut tout autant procéder par le pourrissement et laisser ces choses mourir d'elles-mêmes. Par contre, la révolte, la revendication, la descente dans la rue, c'est ça qu'on appelle la révolution. Et ça, là, ça a vocation, quand on est décidé, à ne s'arrêter qu'avec la chute du tyran. Et donc, quand un peuple fait ça, il fait tomber le tyran. Le potentiel de réussite à chaque fois qu'un peuple a procédé ainsi est très élevé. Si vous avez 10 révolutions où le peuple est descendu dans la rue, vous aurez 7 ou 8 où ça va fonctionner. C'est une vérité mathématique. Donc, sauf si les gens sont animés par d'autres énergies, ou les gens sont sur TikTok pour d'autres projets, ou les gens ont plutôt, peut-être, je sais pas, ils veulent rester dans la continuité. Vous savez, il y a des gens que ça arrange, hein. Il y a des gens qui veulent rester, voilà, je sais qui parle même du terme blogueur politique. Je crois que c'était, enfin, je sais pas, Vanessa. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens à qui ça arrange de rester dans le statu quo éternel. Donc, il y a Paul Biya qui est là, et on joue l'opposant dans les réseaux sociaux, mais tout en espérant que les choses demeurent. Et donc, finalement, quand on se rapproche du changement, on se met à faire ce qu'il ne faut pas faire pour opérer le changement. On se met carrément même à soutenir ceux qui nous ont muselés, en arguant que ce sont eux soudain qui sont le changement. Ça, c'est plus que la sorcellerie. Ça ne peut pas être cela. Donc, Anissé Ekane est décédé de la main de ces serpents. Ce sont des serpents. Et nous n'oublierons pas qu'il était, nous, on a décidé de le placer au Panthéon de nos héros nationaux, comme Ernest Soigné, parce qu'il est mort de la même façon. Il est mort assassiné par des gens qui ne voulaient pas le voir vivre.
qui avait encore en travers de la gorge ces combats nationalistes des années 90, qui avait encore en travers de la gorge ces ralliements, notamment envers Maurice Kamto, qui a permis de mettre à nu plus que jamais la fourberie de ce régime, tout par delà de l'avènement du Judas de Satan, Dieudonné Yebga, qu'on a carrément fabriqué comme ça, et qui est certainement le cas de tricheur le plus voyant de toute l'histoire politique camerounaise. Ça a laissé des traces, même le régime y a laissé des plumes. Et c'est l'une des choses qui font que le courroux de certains Camerounais qui aujourd'hui continuent pour certains la revendication, la genèse de la révolution 2.0 pour 2025, c'est cet épisode-là. Du 26, cet épisode-là de juillet 2025. Et voilà, on ne pardonne donc pas à Missé Kane d'avoir autant contribué à étaler au grand jour les mièvreries politiques de ce gang de malfrats. Et il fallait, qu'ils servent de leçon pour tous ceux qui oseront encore s'allier aux véritables opposants au régime Biya, à savoir Maurice Kamto. Je vous ai dit, vous dansez comme vous voulez. L'adversaire, c'est le MRC. Vous allez vous agiter, vous allez monter, vous allez transiter de long en large. On reviendra toujours au MRC. Les fondements d'une conviction, un projet politique qui se base sur des fondements solides et profonds va durer longtemps. Vous avez, par exemple, soutenu un projet politique léger, sinon inexistant, il y a quelques temps, et vous voyez comment, en à peine quelques semaines, c'est déjà mort. On n'en parle plus, ça n'existe littéralement plus. C'est-à-dire, vous en êtes même venu à vous accrocher à Maurice Kamto pour donner vie à Monsieur Bakary quand il a dit, par exemple, qu'Anissé Kane a été assassiné à cause, entre autres, de la détestation de Issa Chiroma Bakary. J'ai vu énormément d'extase. C'est-à-dire que c'est Maurice Kamto encore qui donne l'onction à celui qui est pourtant censé être le leader. Or, Maurice Kamto, lui, n'a besoin de l'onction de personne puisqu'il se suffit politiquement à lui-même. Vous comprenez donc pourquoi nous suivons des leaders taillés dans le roc, plutôt que des pilotis construits sur du sable et qui meurent à peine quelques semaines. Donc, braves gens, nous y sommes. Voilà, continuez le partage de cette conférence, s'il vous plaît. On est bloqué, il y a 210. On est très muselé. Les gens n'aiment pas quand Wilfried parle. Surtout que il n'a pas distillé d'eau bénite depuis longtemps et que ce soir, il a un vaste programme. Mais ce soir, c'est les biéistes qui ne vont pas aimer ce que nous allons propager aujourd'hui. Mais en tout cas, les choses sont claires pour les uns et les autres, donc concernant nos motivations politiques. Anissé Kane a donc été éliminé pour toutes ces choses. C'est un assassinat politique, c'est un assassinat tout court, ce sont des tueurs. Vous aviez en face de vous des tueurs. Paul Biya n'est pas un patriarche, c'est un tueur. On me dit, n'utilise pas certains mots, non, je les utilise. C'est un tueur, Atanganji est un tueur. Il faut que Brenda sache que son père est un tueur, que les enfants d'Atanganji sachent que leur père est un tueur. Ce sont des tueurs, des assassins, ce sont de vils assassins, ce sont des bouchers, et je ne suis pas le seul à le dire. Tout à l'heure, quand je vous parlais du livre 100%, dans le même livre, je vous signale que l'auteur nous informe que en 91, dans le siège des villes mortes, après les villes mortes 91-92, on avait carrément décapité tous les fous de Yaoundé. Non mais vraiment, c'est-à-dire, littéralement, ils servaient de rituel sacrificiel. On trouvait pas de fous à Yaoundé, on trouvait des cadavres de fous. Paul Biya a tué des Camerounais chaque fois qu'il en a eu l'occasion. C'est quelqu'un, il a le sang dans les yeux, il a le sang dans les mains. Il a le sang, le palais des taudis baigne dans une mare de sang. Les fontaines qui jaillissent de la terrasse et qu'on observe en journée et qu'on voit briller la nuit sous les luminaires sont en fait les caches-sexes d'une fontaine sanglante que seuls les yeux des historiens comme nous autres la peuvent voir et rappeler au commun des Camerounais. Vous avez un tueur à la tête de l'État. Et ce n'est même pas quelqu'un qui tue les autres pour la grandeur de son pays, non. Parce que quand vous prenez, je sais pas, Donald Trump, les Américains, et n'ont aucun problème avec lui, c'est-à-dire en ce sens où, géopolitiquement parlant, il va tuer d'autres personnes pour protéger les intérêts des États-Unis. Ce n'est pas bien de tuer, mais s'il faut tuer, je préfère encore que vous alliez tuer les autres pour le bien de notre pays. Mais quand tu tues tes propres ressortissants,
Ça n'a plus de sens. Tu tues tes propres ressortissants pour le bien de ton pouvoir, au lieu de tuer les autres pour le bien de ton pays. L'idéal, c'est de ne pas tuer tout court. Mais si tu es obligé à tuer et qu'il faut choisir, il vaut mieux tuer ceux que tu ne connais pas, ceux qui sont très loin. Voilà, les gens de Jupiter, de Saturne, pour le bien de ton pays. Mais pas tes concitoyens, pas les nationaux, pour le bien de ton pouvoir, alors que tu es incapable de transformer le pays. Donc Paul Biya a décapité les fous à Yaoundé. On a retrouvé des cadavres sans tête partout. Il a éviscéré les gens. On a retrouvé comme ça et là des gens sans organes, sans intestin, sans cerveau, sans. Tu prends le cerveau d'un fou, c'est quoi l'intérêt? Voilà, on a vu des cérémonies de transsubstantiation où on déguste de la chair humaine en volier. Tout le monde connaît cet épisode en volier. Je n'apprends rien à personne. Vous connaissez cet épisode en volier, cet épisode effrayant où voilà, on a mangé des Camerounais pour au sens propre, pour bien les manger au sens figuré, et c'est en fait dans ce qu'incarne celui que vous appelez le président de la République du Cameroun. Non, c'est le président du sang, c'est le président des cadavres, c'est le président des assassinats, c'est le président de la saleté, et sous nos yeux, il a assassiné Anissé Ikané. Les gens, les gens, parfois, les biaïstes, ils ont l'habitude de nous dire, ah ben, donc, ce que vous voulez, c'est la déstabilisation, vous voulez l'insurrection, vous voulez oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi la question revient toujours comme si je n'étais pas assez clair dans ce que je dis. C'est exactement ce que je recherche. La révolution, le chassement de Paul Biya par le soulèvement populaire. Les partis politiques voudront toujours le changement dans la paix et par les urnes. Mais le citoyen, conscient que tout est verrouillé par un système qui a aboli l'État du Cameroun, où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, le citoyen que je suis assume totalement de vouloir le soulèvement populaire parce que on n'a pas de solution alternative. L'élection ne chassera pas Biya parce que s'il faut fabriquer un Judas à la Dieudonné Yebga, une ordure de la pire espèce, une sous-merde, Dieudonné Yebga, mais vraiment, c'est-à-dire en termes de saleté, comment dire, de nauséabondisme politique, c'est ce qui se fait de pire dans l'histoire d'un pays. Anissé Ikané a demandé à Dieudonné Yebga pardon. Si je t'ai offensé, si je t'ai fait mal, pardon. Tu peux même avoir des griefs contre moi, mais pense au pays. Cette saleté ambulante qui se fait appeler abusivement bombok sans aucune notion de ce que doit être un bombok, a préféré mettre ses partouzes de l'hôtel Montphébé au-dessus de l'intérêt supérieur du Cameroun. L'histoire se souviendra de lui comme la saleté qu'il est. Le pire, c'est qu'il a voulu rendre un hommage à Dieudonné Yebga. J'espère que vous, à Anissé Ikané. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil dessus. Dites-moi si c'est ça qu'on appelle un hommage. Déjà qu'on n'attendait rien de lui à un moment donné. Il vaut mieux l'affermer. J'avais dit que je suis prêt à financer une corde et j'étais très sérieux. Parce que quand on a commencé à opérer comme Judas, il faut finir comme Judas. J'étais prêt à financer, je scène les dos par Tap Sand. Les cordes, c'est pas cher. C'est-à-dire financement de la corde pour Yebga. Il va gentiment se pendre dans un arbre très proche. Il y a même un arbre là, je crois que c'est en face du commissariat à Bonanjo. Voilà. Je vois l'arbre là, il est encore là. C'est l'arbre sur lequel, l'arbre où a été pendu, Rudolf Douala Mangabel le 8 août 1914. Donc il pouvait aller se pendre là-bas, ça aurait été très intéressant. Je remets son statut sur Facebook, quitte à être signalé, j'aurais quand même mis, ça aurait été très beau à voir, ça aurait été bien. Ça aurait été le meilleur hommage à Anissé Ikané. Donc faut nous épargner les textes, les belles phrases et que sais-je encore, dans une saleté dictatoriale comme le Cameroun dirigé par un sale personnage du nom de Biya, avec autour de lui de sales individus comme Atanganji et des saletés ambulantes comme Dieudonné Yebga. La seule chose qu'il faut faire pour une sous-merde pareille, c'est d'aller se pendre à la Judas Iscariote. Ça ne souffre de rien. Donc l'offre tient toujours. Écrivait Dieudonné Yebga parce que il est encore des nôtres actuellement. Donc si l'envie lui prend, je ne ferai pas partie de ceux qui vont l'en dissuader. Donc je vais y envoyer l'argent, il prend la corde et il règle ça. Parce qu'à cause de ses bêtises, à cause de son plaisir personnel, l'avenir de plusieurs Camerounais est entre parenthèses. C'est-à-dire c'est Anissé Ikané qui devait mourir. Et Dieudonné Yebga restait en vie. On est vraiment dans un monde délirant.
C'est que c'est Pius Ndjawe qui devait mourir. Et Yatanganji, il est là. C'est même au sein du RDPC, l'homme qui dénonçait les tares et les avatars du régime ATB Yéné, qui devait mourir, mais tu as des Grégoire Rona qui sont là. C'est Anissé Kane qui devait mourir, c'est Sylvain Sob qui devait mourir, et Paul Biya, il est là. Des gens relativement jeunes. Anissé Kane, il avait 73 ans. Il avait 20 ans de moins que Paul Biya. C'est-à-dire, cet homme a l'intention de mourir après tous les Camerounais. Il a l'intention, il est convaincu qu'on va tous mourir et il sera le dernier, il va fermer la porte. Il nous projette même sur des délais de 2035, des je ne sais quoi, parce qu'il est convaincu qu'il sera là. Il aura 103 ans en 2035. On a dit que dans sa famille, on vit très longtemps. Je lui souhaite bonne chance, en tout cas qu'il soit tranquille. Moi-même, je vivrai très longtemps. Comme c'est le défi, comme c'est le concours, on va courir tous ensemble, sauf s'il nous assassine. Mais s'il compte sur la mort naturelle, là, on va courir. On ne mourra pas avant lui qu'il oublie. On sera là, on va assister à sa fin, les yeux grands ouverts. Comme le monde est dans ce qu'il est et que ce sont les bonnes personnes qui partent en premier, c'est Anissé Kane qui doit disparaître et Dieudonné Yebga est là. C'est-à-dire, voilà, il est là. On l'a carrément invité à la télévision où on lui pose carrément des questions comme un héros. On dit, racontez votre enfance. C'était tellement glauque. C'était tellement macabre. Et je ne comprends pas comment Dipita Tongo a carrément eu le courage de tourner une émission pareille. On n'a pas de journalistes au Cameroun. On n'a que des Wollos en costume qui s'essayent devant un écran et qui disent je suis journaliste. Parce que entre la formation de journalisme qu'ils ont suivi, beaucoup d'entre eux ont étudié dans des grandes écoles en France et ailleurs dans les grands pays. Ils arrivent au Cameroun et c'est le contraire de ce qu'ils font. Un journaliste, un vrai, maîtrise l'article premier de la charte de Munich de 1971 qui protège le droit du journaliste à dire la vérité en toutes circonstances. Le journaliste doit pouvoir être sécurisé, il doit pouvoir dire ce qu'il y a à dire, quel que soit le temps, les circonstances, l'environnement. Il doit pouvoir le dire, il doit pouvoir protéger ses sources, il doit pouvoir être lui-même protégé dans la protection de ses sources. C'est le travail du journaliste informé. C'est pour ça que même dans les zones de guerre, vous allez voir, on ne tue pas les journalistes, sauf quand vous êtes des sauvages comme Netanyahou, le premier ministre israélien, un autre serpent, très ami de Paul Biya, qui pratique les mêmes actes génocidaires que Biya pratique au Cameroun, ou encore Biya lui-même justement en question, mais normalement, en guerre, sauf accident, les journalistes ont le droit de couvrir la guerre parce que c'est eux qui relaient l'information. Même Osama Ben Laden a reçu des journalistes qui l'ont interviewé, il ne les a pas massacrés parce que il a besoin des journalistes pour véhiculer le message. Même les terroristes reçoivent même Fidel Castro, le révolutionnaire, a reçu un journaliste américain dans la jungle, dans la Sierra Maestria, dans les années 50, pour justement, exposer son idée de révolution. Dont les journalistes transmettent un message et font une communication en tout temps et en tout lieu. Mais chez nous, on a des journalistes qui vont dire, je ne peux pas interviewer tel parce que, je protège mon gombo. Mais qui sont capables d'interviewer le Judas Iscariote du gouvernement? C'était tellement glauque et c'était tellement embarrassant que eux-mêmes sont venus interrompre l'émission parce que nous on était prêts à garder ça sur YouTube. C'était quelqu'un vient de trahir la nation. Tu l'interroges ton enfance, est-ce qu'il est président du Manidem actuellement? Maintenant qu'Anissé Ekane a perdu la vie, est-ce que Dieudonné Yebga est président du Manidem? Est-ce qu'il a pris les rênes du parti après la mort d'Anissé Ekane? Vous voyez le niveau de saleté jusqu'où un Camerounais a été prêt à aller pour quelques petites partous à l'hôtel Montphébé. Tout le pays se retrouve avec un mollusque fossilisé de 93 ans, spécialiste dans les tueries de masse et qui n'a aucune notion de la gestion de l'État et qui n'a aucune notion de républicanisme, qui ne s'entoure que des bandits, des bangandos, des voyous, des assassins, des violeurs, des pédophiles, des pédérastes. Incroyable. Et quand vous voyez l'entourage de Paul Biya, on dit Paul Biya, il est bon, c'est son entourage qui est mauvais, mais quand toi-même ton entourage, quand tu as ce type d'entourage là, qu'est-ce que ça donne? Il faut soigner son entourage.
En ce qui me concerne, cet épisode-ci, par exemple, m'a permis de lever tellement de masques que j'ai restreint mon entourage. Bon, déjà, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai toujours en général une dizaine d'amis, peut-être 10 ou 11 amis, hein. Et ce sont des amis, sur les 10 ou 11 amis, 7 ou 8 de ces amis, je les ai depuis le secondaire. Donc j'ai même pas eu j'ai dû gagner 3 ou 4 amis sur les 20 dernières années. Je n'en ai pas eu de nouveaux. Après, j'ai eu des connaissances, des gens avec qui on peut rigoler, des gens qui, pour beaucoup, sont dans la même formation politique que moi. On est des connaissances, mais on n'est pas amis. Et avec ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai encore fait davantage le tri. On pourra partager les combats, on pourra partager le parti politique, on pourra partager l'engagement pour le changement, mais l'amitié, le sourire, oubliez jamais, je suis comme Vladimir Poutine. Je ne tolère pas la traîtrise. Absolument pas. C'est-à-dire, les traîtres n'ont pas une fois, ne tombent pas dans la naïveté de penser qu'il ne le refera pas. Vous allez voir que Poutine ne pardonne pas les traîtres. Poutine est allé empoisonner au Novichok Sergei Skripal et sa fille, qui étaient pourtant exilés à Londres. Pour trahison, je ne dis pas que c'est bien, je parle de la formule, pas de l'éthique derrière. Poutine a assassiné Alexei Navalny en l'envoyant dans les prisons, dans le froid là-bas en Russie à son retour d'exil. Son opposant politique, Poutine, a fait sauter l'hélicoptère de Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner. Et ainsi de suite, c'est un homme qui a travaillé pour le KGB, l'ancêtre du FSB, les services secrets russes actuels. Et là-bas, on ne tolère pas la trahison. Je suis comme ça, je ne tolère pas la trahison. C'est-à-dire ceux qui ont trahi pour rien. Ceux qui, pour je ne sais quoi, ont fabriqué des adversités et ont été prêts à poignarder dans le dos. Certains aujourd'hui sont très blessés quand on les égratigne, à peine ils pleurent comme des petits enfants. Mais ils étaient aux avant-postes pour insulter, invectiver, canarder, faire le mal gratuitement au nom d'un pseudo-changement, changement diabolique qui n'a rien du changement. Donc non, je ne pardonne pas la traîtrise. Il faut pas pardonner les traîtres. Donc si Paul Biya était vraiment quelqu'un de vertueux, il n'y aurait pas Atanganji dans son entourage, un assassin notoire. Il n'y aurait pas l'homosexuel qu'on appelle Grégoire Rona, le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, l'homme qui a voulu sodomiser Roméo Dica, selon les propres termes de Roméo Dica. On va parler sans langue de bois, hein. C'est un secret de Polichinelle, c'est-à-dire une porte ouverte, tout le monde le sait puisque le concerné lui-même l'a dit. Il s'est entouré donc de gens comme ça, des gens comme Betty Assomo, qui ouvrent les enquêtes sur les assassinats, mais qui ne les ferment jamais, parce qu'ils sont complices du crime. Il s'est entouré de Eko, Maxime, des gens qui sont capables de mobiliser la DGRE pour aller assassiner Martinez Zogo. Il s'est entouré de Amogo Belinga, le tueur de Martinez Zogo. Il s'est entouré d'Atang Nakuna, un grand ami d'Amogo Belinga, le fossoyeur des fonds publics qu'on a emprisonné et après on a libéré le patron de la Camwater dans un pays où il n'y a pas d'eau dans la capitale, alors que tous les départements ont des noms de cours d'eau et que le pays est ouvert sur la mer. On pouvait même mettre sur pied à Kribi une usine de désalinisation pour transformer l'eau de mer en eau douce et la conduire vers les ménages. On a l'océan Atlantique devant nous. C'est le plus vaste océan du monde derrière le Pacifique, le deuxième. On a toute cette eau-là et on est incapable de fournir de l'eau à nos populations. Ça aurait généré des emplois. Moi, je travaille à l'usine de dessalement de dessalement de Kribi. Je travaille à l'usine de dessalement de Limbé. Je travaille à l'usine de dessalement de Douala. Je travaille, c'est-à-dire, voilà. Mais non, ils s'entourent de gens comme ça qui volent l'argent et qui après sont libérés parce que soi-disant ils ont remboursé le corps du délit. Par contre, d'autres qui auraient pu rembourser le corps du délit sont toujours en prison. Peut-être parce que les inimitiés personnelles sont plus profondes. Donc, comme c'est un voyou, Paul Biya, il s'est lui-même entouré de voyous. Ce n'est pas une question d'entourage. Ce qu'il va mettre en prison, ce sont les opposants politiques qui mènent un véritable combat politique, qui veulent, un véritable combat politique, c'est trop dire, mais qui veulent le renverser, des Marafa, des Mbango, des Tidus et Joe, à qui on prête justement l'envie de renverser Biya, même si c'est pour leurs beaux yeux personnels. Ce qu'il va mettre en prison, c'est des gens qui serviront de bouc émissaire pour protéger d'autres personnes, à l'instar du professeur Gervais Mendozé, qui était utilisé comme fusible, le pauvre, et qui est mort dans des conditions horribles par quelqu'un pour qui il avait chanté les plus beaux cantiques de la terre, après y avoir fondé la voix du Cénacle. Donc voilà Paul Biya, voilà la pieuvre dans laquelle nous
Voilà la pieuvre qui gouverne ce pays et dont on dit que c'est un président de la République. C'est donc celui-là qui a assassiné Anissé et Canet. Je vous ai dit tout à l'heure que les méthodes de Paul Biya s'apparentaient beaucoup à ce qu'on observait dans l'Union soviétique dans les années staliniennes. Et si vous voulez, on peut ouvrir une parenthèse et vous parler justement de cette histoire, parce que comme j'ai dit, vu que le Congo-Sahel et le clash a repris pied sur TikTok, nous qui faisons l'analyse et l'histoire politique du monde, on peut enfin nous concentrer dessus sans que des gens qui ne connaissent rien à rien viennent s'improviser analystes politiques et réussissent carrément à vous détourner des vraies analyses politiques. Nous avions, bonjour Domingo Arriba, bonjour à toi. Si tu viens d'arriver, partage la conférence s'il te plaît, parce qu'on a besoin que beaucoup de gens écoutent ce qui sera dit aujourd'hui. Nous ne sommes qu'au début du commencement de l'origine, hein, braves gens. On a énormément de choses à partager aujourd'hui. Comme c'est la journée, on n'aura pas la pression du temps. Il y a quelque temps, je vous avais parlé d'un écrivain russe du nom de Alexandre Solzhenitsyn. Vous pouvez taper ça sur Google, vous trouverez de qui il s'agit. Alexandre, bon, on peut franciser le nom, Alexandre Solzhenitsyn. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il nous intéresse ici parce qu'il avait écrit en 1973 un livre qu'il a intitulé L'archipel du Goulag. Donc voilà, retenez le nom, Alexandre Solzhenitsyn, et le nom du livre, L'archipel du Goulag. Dans le livre, Alexandre Solzhenitsyn nous parle des conditions de détention des prisonniers politiques sous Staline dans les années 50. Le Goulag, c'était justement ces endroits-là où on les amenait. Et il précise que là-bas, les prisonniers de droit commun étaient mieux traités que les prisonniers politiques. Donc toi qui as simplement exprimé tes opinions, on peut te couper les doigts là-bas. Mais toi qui as braqué une vieille maman dans un faux village et qui a violé ses 2 filles, ça va. Tant que tu chantes les louanges de Staline, ça va. Donc il faut beaucoup vous intéresser à cet homme. Ça vous apprendra beaucoup sur l'histoire des mondes et sur les inspirations de Biya. Biya s'est inspiré de tout ce qui est mauvais ailleurs, mais il a toujours été incapable de l'appliquer dans son propre pays. Qui est donc ce brave personnage, Monsieur Alexandre Solzhenitsyn? C'est un écrivain, voilà, de grand talent. Il est né à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Donc il a surtout vécu la Deuxième Guerre, mais il est mort tout récemment. Il est mort, il avait carrément, il est mort en 2008, il avait 90 ans à peu près. Et voilà, donc à l'époque c'était l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Mais bon, c'est d'abord devenu la Russie sous Lénine parce que ils ont renversé la monarchie, le tsar. En 1917, il a instauré ce qu'il a appelé la révolution des bolcheviks. Je vous fais un petit briefing de l'histoire parce que déjà j'adore ça et parce qu'on peut vraiment maintenant faire ça et parce que ça ne fait pas de mal de partager la connaissance, de partager le savoir. Il faut aimer la connaissance, il faut aimer le savoir, ça enrichit. Je sais que sur les 270 personnes qui nous écoutent, il y a au moins 1 ou 2 qui ont besoin de ces éléments que j'évoque ici et qui vont s'en servir pour peut-être d'autres analyses ou d'autres travaux. Donc, c'était un écrivain dont russe, après soviétique, parce que l'URSS va exister dans des années staliniennes jusqu'à l'éclatement du bloc en 1991 où il redevient russe. Et voilà, c'est quelqu'un de pluridisciplinaire, Alexandre Solzhenitsyn. Il a étudié les mathématiques, il a étudié la littérature. Ça, c'est pour ceux qui pensent que il faut se cantonner à une seule discipline. Moi, j'ai toujours été contre ça. Vous allez voir, je vais vous parler d'astronomie, je vais vous parler de physique, je vais vous parler de littérature, je vais vous parler d'histoire, je vais vous parler de relations internationales, je vais vous parler de religion, des thèmes qui en principe n'ont rien à voir en commun, mais qui finalement sont interconnectés et qui de toute façon, aucun de ces thèmes-là n'interdit de s'intéresser à d'autres thèmes. Les intellectuels des temps anciens étaient très polyvalents, on appelle ça la pluridisciplinarité. Vous aviez des Blaise Pascal qui étaient à la fois mathématiciens et qui étaient à la fois littéraires. Dans les pensées de Blaise Pascal, vous avez la célèbre citation vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Vous avez toujours chez Blaise Pascal un ingénieur mathématique de feu
qui a créé au XVIIe siècle, au XVIe siècle, la fameuse Pascaline, pour son père qui travaillait dans la fonction publique. Il a créé la première machine à calculer, l'une des premières en tout cas, qui pouvait faire des additions et des soustractions et qui a porté son nom. Vous avez, je sais pas, des gens comme René Descartes, que vous retrouvez dans l'étude de la mécanique céleste, qui voulait comprendre le mouvement des astres et qui avait carrément développé un système pour expliquer les orbites des planètes. Et vous trouvez le même René Descartes dans la littérature avec le discours de la méthode notamment. Il nous parle entre autres de la nécessité de penser, cogito ergo sum, je pense dont je suis, et voilà de comment il faut aborder l'analyse, de comment il faut aborder l'argumentaire, de comment il faut aborder les sciences sociales de manière générale. Et enfin voilà, dont vous trouvez des gens pluridisciplinaires partout. Vous avez Cheikh Anta Diop qui est spécialiste de la physique nucléaire, mais que vous trouvez dans des études anthropologiques, notamment sa thèse de doctorat transformée en livre sur les nations nègres et culture, alerte sous les tropiques, etc. Vous avez quelqu'un comme ça qui a à peu près tout fait. Donc notre cher écrivain russe militant du changement dans la Russie de Staline, dont nous parlons ici, Alexandre Solzhenitsyn, l'auteur de L'archipel du Goulag en 73, était aussi quelqu'un de très pluridisciplinaire. Et voilà, c'est un communiste convaincu au départ, c'est-à-dire, je vous décris son histoire parce que vous allez voir beaucoup de ressemblances avec notre régime, où quand vous soutenez les pouvoirs publics, les pouvoirs de Yaoundé, tout le monde est content, on vous qualifie de patriote, de quelqu'un qui aime le pays, de républicain, de combattant, dont lui aussi, c'est un communiste convaincu dans l'URSS de Staline. Il va même partir au front, il va aller au front au début des années 40 faire la Deuxième Guerre mondiale. Il est né à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, donc il n'a pas pu la faire. Mais comme il défend les idéaux communistes contre parce que ça a été une coalition littéralement mondiale contre les nazis, voilà, Adolf Hitler et toute sa bande. Donc il a rejoint justement l'armée, voilà, pour le compte du gouvernement, et c'était un bon citoyen. Sauf qu'à la fin de la guerre, il est tombé en disgrâce. Et pourquoi il est tombé en disgrâce? Parce qu'il a critiqué Staline. On l'a accusé de subversion, hostilité contre la patrie, etc., etc. Est-ce que ça ne vous donne pas une petite idée d'un pays où les mêmes stupidités ont cours? C'est-à-dire un pays où, parce que tu as exprimé ton opinion politique, comme tu ne fais plus la talakou du pouvoir, tu es catalogué de ennemi de la nation, terroriste, tu veux déstabiliser le pays et blablabla. C'est ainsi que notre cher Solzhenitsyn, qui a pourtant donné sa vie, qui a mis sa vie en jeu dans la guerre contre les Allemands pour sécuriser l'Empire soviétique, c'est comme ça que le même se voit traité de tous les noms comme un ennemi du progrès, un ennemi du pays. Ce sont donc, pardon, ce type de personnages dont vous devriez vous intéresser, parce qu'on ne vous les apprend pas à l'école. Si Biya vous enseigne, si Biya mettait, par exemple, le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, au programme scolaire au Cameroun, les Camerounais allaient vite se réveiller parce qu'ils allaient considérer que mais ce que Solzhenitsyn décrit ici, c'est ce que nos concitoyens vivent à Kondengui. Parce que là-bas, les prisonniers comme Olivier Bibo-Nissak souffrent beaucoup plus que les violeurs, les agresseurs, que les... Regardez Monsieur Noifo, la serpillière qui a assassiné Matisse, le père de l'idole. Lui, littéralement, bon, c'est-à-dire, je me souviens même d'ailleurs quand on parlait de lui à Canal 2, c'était son visage qu'on floutait pendant qu'on montrait celui de sa fille. C'était assez incroyable. C'est lui le criminel, mais c'est la fille c'est-à-dire c'est lui qu'on floute et c'est la fille qu'on expose. Mais attends, c'est quoi ce monde? C'est plutôt lui qu'il faut afficher et flouter la fille tant qu'à faire. Donc on protège les voyous, les cancrelats, les mollusques assassins, mais les bandits, enfin mais les militants politiques, voilà, ils sont, voilà, c'est eux qui ne veulent pas que le pays avance, c'est cela qu'on diabolise à outrance. Donc dans l'archipel du Goulag, vous trouvez ce genre de choses. Et c'est ainsi que Alexandre Solzhenitsyn sera condamné à 8 ans, comme Paul Eric King, 8 ans de prison, mais c'est pas vraiment la prison genre détention, non, c'est travaux forcés dans le pénitencier, dans un pénitencier très rude.
Vous savez, le type de prison que seul l'URSS sait fabriquer. Vous savez bien, l'URSS, c'était pas le voir bébé en termes de prison. Et c'est dans ces fameuses prisons qu'on appelle le goulag. D'où le fameux livre donc qu'il a publié en 73, l'archipel du goulag. Et le livre traite donc de tous ces camps de torture, de tous ces camps de travail. C'est vraiment c'est des lieux de redressement. C'est-à-dire, voilà. Et en dehors de ses propres descriptions, dans le livre, vous trouvez les témoignages d'autres détenus, de gens qui ont subi la même chose que lui et qui en parlent, qui en témoignent, qui expliquent la tragédie dans laquelle ils ont vécu. Il faudra que nos prisonniers écrivent aussi l'archipel du goulag ou le goulag camerounais. Si j'avais fait la prison et que j'en étais ressorti vivant, c'est ce que j'aurais écrit. Maintenant, bon, on verra peut-être que quand Olivier sortira de prison ou quand un prisonnier, quand j'aurai un peu le temps ou la forme, je demanderai à l'un des prisonniers qui veut bien raconter son histoire de me parler un peu de ça. Comme ça, on va coécrire un livre ensemble qu'on va publier. On va intituler ça Le Goulag camerounais. Ça va être dur à lire, vraiment un livre horrible. Donc c'est ça là que lui il l'a vécu, Monsieur Solzhenitsyn. Là-dedans, il y a des témoignages des prisonniers autres que lui, parce qu'il n'était pas le seul. Pour que les gens puissent accorder du crédit à son récit, évidemment, il était important de prendre des récits divers et variés, parce que au moins, ça permettait aux gens de savoir que ce n'est pas lui qui est en train de fantasmer quelque chose qui n'a pas eu lieu, c'est lui hybride. Et effectivement, c'est le week-end dont dit à nos amis de partager ce live ici qui est abondamment restreint et pour nous permettre, voilà, d'avoir le maximum de gens parce qu'on est en train de s'enfoncer de plus en plus dans le contenu. Ça devient le niveau en train d'augmenter là dangereusement. Et comme j'aime que le maximum d'âmes errantes reçoivent la bonne connaissance, si vous pouvez vraiment partager cette conf et faire profiter le maximum de gens, ce serait excellent. Nous sommes déjà près de 300, ça va continuer d'aller crescendo. Donc, voilà. Car en URSS, comment dire, c'est les conditions là-bas en URSS, c'est pas que la prison, c'est la torture par le labeur. Donc tu vas travailler, tu vas construire des trucs, pas d'heure de repos, pas de liberté, pas de rien. Si tu meurs, c'est ton problème. Tu n'avais qu'à ne pas venir, ou du moins tu n'avais qu'à ne pas dénoncer le régime. Tu t'attaques au grand Staline, ça ne va pas, non? Staline, Vladimir, comment il s'appelait même Staline là? Sergueï, bref, j'ai oublié son nom, mais c'était il a un nom, ça va me revenir. Donc, le livre de Alexandre Solzhenitsyn est publié en 73 en France, à Paris. Vous voyez, c'est-à-dire un livre qui parle des pénitenciers en Russie, en URSS, écrit par un citoyen de l'URSS, est publié en France. Pourquoi? Parce qu'il est interdit en URSS. Et regardez, à la même période, le livre Mamba sur le Cameroun de Mongobeti, on est en 72, est interdit au Cameroun. Il est publié en France. Donc, c'est-à-dire, les méthodes soviétiques sont exactement les méthodes BIA. Et que lui-même, il a hérité d'Aijo, parce qu'à l'époque, ce sont les années Aijo. Mais ça va plus ou moins aller dans cette direction. Donc, la continuité du Cameroun, c'est vous qui faites un distinguo entre Aijo et Paul Biya, hein. Il n'y a pas de troisième république au Cameroun. On est encore dans la première république. Donc, si demain, changement il y a, ce sera la deuxième république. La seule petite nuance avec la république d'Aïdjo, c'est que sous Paul Biya, la répression est un peu voilée et masquée dans un rideau de démocratie. Mais le problème, c'est que ça la rend plus perverse. Parce que quand quelqu'un fait semblant d'être démocrate, il peut mieux tuer derrière. Il vaut mieux un tueur qui s'assume, et là on sait à quoi s'attendre, on sait quand éviter, on sait quand, voilà. Mais quand tu as un malfrat qui fait semblant d'être un homme de vertu, un homme de valeur, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, parce que chaque fois que tu as l'accusé, il va te présenter les éléments qu'il a utilisés comme couverture pour se prétendre démocrate. Et c'est ce dans quoi on est sous Paul Biya. Donc on est dans la deuxième république. L'autre élément qui différencie, c'est l'économie. Ça allait un peu mieux sous Aïdjo, un peu. Sous Paul Biya, c'est le chaos total. Mais sinon, du point de vue de la répression politique, c'est exactement la même chose. Donc on muselait les livres qui dérangent,
Aujourd'hui, vous essayez même de publier. Maurice, comme tu essaies même de faire une dédicace de l'urgence de la pensée dans un hôtel de la place, on lui interdit la salle, on interdit à la conférence de se tenir. Mais si tu écris une saleté en hommage à Paul Biya, tous seront là à fond. On va te donner la salle, le micro. La CRT va même te demander si tu veux qu'elle intervienne. Donc voilà. Et c'est ça. Quand le livre est publié, Staline est déjà mort, évidemment. Staline est mort en 53. Sauf que les choses ne se sont pas améliorées entre-temps. C'est-à-dire la Russie, pardon, l'Union soviétique, encore une fois comme le Cameroun, a certes changé de dirigeant, mais pas de république. Vous avez eu certes une accalmie sous le président, le président, c'est un gros mot. On les appelait à l'époque le premier secrétaire ou le secrétaire général du parti communiste soviétique. Alors, le dirigeant suprême de l'URSS qui succède à Staline, c'est Nikita Khrouchtchev, entre 53 et 64, pendant 11 ans. C'était un peu plus calme, il avait des mesures un peu plus souples, plus douces. On a appelé ça la déstalinisation, c'est-à-dire la rupture avec les doctrines de Staline. C'est devenu, voilà, un peu plus léger. Sauf que, Nikita Khrouchtchev n'a pas été là longtemps. Sous Nikita Khrouchtchev, l'Union soviétique a connu son heure de gloire. On était plus orienté dans la course à l'espace et à la technologie contre les Américains. Donc en 57, 4 ans après la prise du pouvoir de Khrouchtchev, on a envoyé le premier satellite Sputnik 1 dans l'espace. En 61, on a envoyé Yuri Gagarin, le premier homme en orbite au-dessus de la Terre, dans l'espace. On a envoyé quelque temps plus tard la première femme, Valentina Tereshkova. Et après, voilà, c'est-à-dire la Russie était pionnière de beaucoup de choses comme ça sous Khrouchtchev, un grand dirigeant quand même, et qui avait compris la nécessité de répondre aux Américains par justement cette approche-là, technologique, idéologique, plutôt que par la guerre frontale, parce que ça ne servait à rien. Les deux pays disposant d'un nombre incroyable de têtes nucléaires, ce serait la chose la plus stupide à faire. C'est sous Nikita Khrouchtchev qu'il y a eu la fameuse crise des missiles de Cuba de 1962, où parce que Fidel Castro s'était rapproché de l'URSS à cause de ses inimitiés avec les États-Unis sous Dwight Eisenhower et après sous John Fitzgerald Kennedy, Cuba s'est rapproché, voilà, de Nikita Khrouchtchev, et donc les Soviétiques ont été appelés à la rescousse par Cuba, qui a pu déposer sur le sol cubain certaines têtes nucléaires. Le problème, c'est que l'île de Cuba se trouve à 300 kilomètres de la Floride. Donc, il y a à peine un bras de mer de rien du tout. Il faut 3 secondes et demie pour que la tête nucléaire frappe Miami. Lorsque monsieur John Kennedy s'est aperçu de ça, ça a généré quelque chose d'absolument terrible. On s'est retrouvé il y a 2 doigts de la 3e guerre mondiale, qui aura certainement été la dernière, parce que là, on avait de quoi anéantir, de toute façon, c'est le cas aujourd'hui, on a de quoi anéantir 90% de l'espèce humaine. C'est un épisode assez chaud, mais sous Nikita Khrouchtchev, on était quand même plus mesuré. Et ça fait que des gens comme l'écrivain dont je parle, Alexandre Solzhenitsyn, a pu publier certains de ses livres un peu pendant cette période. Sauf que ce n'était qu'un petit intermède, puisque après le départ de Khrouchtchev en 64, l'homme qui succède à Khrouchtchev est un autre boucher, c'est quelqu'un de violent. Il s'appelle Leonid Brejnev. Et lui, il va gouverner dans l'Union soviétique entre 1964 et 82. 82, la prise de pouvoir de Biya. Et sous Brejnev, c'est devenu un peu comme sous Staline, c'est-à-dire c'était tout aussi chaud. C'était risqué d'écrire ce qu'on pense, et c'était encore plus risqué de publier ce qu'on pense. En plus, si ce que tu pensais allait dans le sens contraire de ce que disait le régime, tu étais mal barré. Il ne fallait pas être dissident sous Leonid Brejnev. Parce que il faut savoir que même après sa prison de 8 ans, que notre écrivain, monsieur Solzhenitsyn, a fait entre 41 et 53, il a quand même été retenu hors du pays jusqu'en 59. C'est-à-dire, c'était compliqué. C'est-à-dire, on te mettait dans le goulag, tu sortais de là, mais tu ne revenais pas forcément dans le pays. Il y avait une sorte de purgatoire que tu devais y accomplir, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en exil 6 ans au Kazakhstan.
Bah, évidemment, vous allez me dire que le Kazakhstan, c'était une république soviétique, mais ça reste un autre pays quand même. Donc voilà. Ça, c'était ce qu'il a subi sous Khrouchtchev, mais il a quand même pu revenir parce que dans le processus de déstalinisation mis en place par Khrouchtchev, on a allégé un peu les punitions sur les prisonniers politiques et on leur a permis de revenir, d'écrire un peu, de parler un peu, c'était mieux. Mais Léonid Brejnev, dont je vous parle aujourd'hui, c'est un Staline 2.0. Lui, il n'était pas tendre, il va durcir les lois. Et c'est comme ça que Monsieur Solzhenitsyn ne peut pas publier en Union soviétique pendant justement son administration. Léonid Brejnev, il est important aussi de parler d'un homme comme celui-là. On est en pleine géopolitique internationale, mesdames et messieurs. Je sais que vous qui aimez le Congo à longueur de journée, vous n'avez pas l'habitude de ce type de sujet. Donc voilà, on va faire ce baptême de feu là. Aujourd'hui, on va continuer pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce qu'on ait des Camerounais aguerris qui maîtrisent l'histoire du monde et qui savent où ils mettent les pieds, qui peuvent anticiper les erreurs qui se passent ça et là. Léonid Brejnev est l'auteur de, je voulais dire justement, qu'il est l'auteur de ce qu'on appelle la doctrine Brejnev. Vous allez certainement entendre parler de ça un jour. C'est en fait, comment on peut expliquer ça? C'est alors, je crois que là, il faut qu'on ouvre toute une parenthèse, hein. C'est une manière, en fait, de voir les choses qui ne permettaient pas que les petits États d'à côté, c'est les États satellites, en fait, se libèrent et renoncent à la doctrine du socialisme communiste. C'est-à-dire, tu as l'Union soviétique, l'URSS, qui est le capitaine, et tu as des petits pays autour, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, machin. Tu as des pays qui ne font pas forcément partie de l'Union soviétique, mais qui sont des pays satellites parce que ils ont signé la convention de 55, le pacte de Varsovie. C'est-à-dire, on sera un groupe commun. On n'est pas dans l'Union soviétique forcément. Certains d'entre nous y sont, mais d'autres n'y sont pas. Mais il reste des États satellites quand même, des États qui dépendent de l'idéologie communiste. Donc voilà. Donc en gros, selon Léonid Brejnev, tous les petits pays là-dedans, la Tchécoslovaquie, des pays comme ça, doivent appliquer en fait le même projet idéologique que Moscou. C'est pas au choix, c'est pas facultatif, c'est un ordre. Celui qui n'obéissait pas se faisait punir ou il se faisait envahir. Donc Brejnev, c'était quelqu'un qui n'était déjà pas tendre avec les autres pays, les petits pays voisins. Imaginez alors ce qu'il faisait avec ses opposants politiques. C'est, comment dire, on a d'ailleurs eu l'une des implémentations de sa doctrine lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. C'est-à-dire, il va carrément envahir la Tchécoslovaquie parce que le président de la Tchécoslovaquie, ou plutôt le premier secrétaire du Parti socialiste en Tchécoslovaquie, le parti au pouvoir, Monsieur Alexander Dubček, il s'appelait, il avait décidé de s'ouvrir un peu, d'élaborer un peu quelques réformes progressistes et tout, qui ressemblaient un peu à de l'occidentalisation. Et évidemment, ça ne va pas plaire à Monsieur Brejnev. Ces réformes-là, on va les appeler en Tchécoslovaquie le printemps de Prague. Évidemment, vous voyez, quand on va donc parler de printemps arabe pour les années 2010-2011, vous allez commencer à comprendre pourquoi on utilise des termes comme ça. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire n'a rien de nouveau. Quand tu sais ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui pour toi n'est qu'une répétition du déjà connu. C'est pour ça que nous sommes parfois blessés quand on voit des illuminés s'agiter vers une voie qui n'a pas d'issue, par ignorance. Donc, le printemps de Prague va conduire Monsieur Brejnev, dictateur convaincu, à envahir la Tchécoslovaquie. Et il va, voilà, il va se faire aider par des pays complices comme la Pologne, la Hongrie, dont les fameux pays dont je vous parlais qui avaient signé le pacte de Varsovie. Alors, on doit lancer un litchi pour le soigner. Soigner qui? J'ai pris une petite pause pour lire les commentaires. En tout cas, qui parle en bas. Je préfère ne pas commenter les commentaires. Donc, voilà. Oui, Ibred, continue de lire l'urgence de la pensée. Ça va te donner le verbe, comme tu dis. Donc, on va continuer. J'expliquais que les pays donc les pays donc que Monsieur Brejnev va envahir parce qu'il ne tolère pas les opinions contraires, il ne tolère pas la liberté ni dans son pays, ni dans les pays satellites. Ce sont les pays du pacte de Varsovie.
Le pacte de Varsovie, c'est quoi? C'est le bloc qui s'oppose à l'OTAN. Aujourd'hui, vous entendez parler de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, gouvernée par les États-Unis. L'OTAN a fait ci, l'OTAN va intervenir, l'OTAN. Mais sachez que l'OTAN, à l'époque, n'était pas seule. Il y avait un contrepoids à l'OTAN, un contrepoids de même niveau qui avait été créé en 55 parce que l'OTAN est né en 49. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances vainqueurs, les différents pays du monde se sont dit, bon, on va créer une organisation qui va regrouper les puissances militaires de l'Atlantique Nord, parce que bon, les États-Unis, le Canada, la France et la Grande-Bretagne, tous ces pays-là ont en commun d'avoir des côtes atlantiques, entre autres. Donc, on va créer une alliance comme ça, et ça va faire que ça va nous faire déjà nous consolider, donc on ne pourra plus être divisé de manière à se faire la guerre, genre une troisième guerre mondiale, ça c'est d'un. De deux, si quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre alliance veut nous faire la guerre, il y a l'article 5 qui permet d'intervenir si l'un de nous se fait attaquer. Mais à l'époque, comme on était dans une course technologique, une course aux armements, et avec des puissances qui développaient chacune d'elles des armes nucléaires, et on était à la conquête de zones d'influence, il n'était plus possible de faire la guerre parce qu'on se neutralisait progressivement. C'est ainsi que en 1955, le 14 mai 1955, les puissances du bloc de l'Est, avec en tête Moscou, dont et Nikita Khrouchtchev vont se réunir dans la capitale polonaise Varsovie et signer un texte qu'on va appeler le pacte de Varsovie. À l'intérieur, vous allez donc trouver la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, des pays comme ça, qui vont faire front commun avec l'URSS pour contrecarrer l'OTAN. Donc vous avez des pays de l'Est d'un côté, des pays de l'Ouest de l'autre, et au milieu, vous avez une frontière qui s'étale de l'Europe du Sud jusqu'au fjord norvégien du Nord, qu'on va donc appeler le rideau de fer, le Eiserne Vorhang, comme disent les Allemands. Et à partir de là, vous avez donc ces deux idéologies-là qui vont s'affronter dans ce qu'on appellera la guerre froide. Donc, quand Brejnev envahit la Tchécoslovaquie, c'est dans l'idée de dire que mais tu es en train de nous trahir, c'est-à-dire voilà, parce que tu fais un peu des alliances avec en fait des réformes, des ouvertures, des clins d'œil à nos ennemis, c'est pas possible. Donc on va envahir la Tchécoslovaquie, on va renverser Alexander Dubček. Et voilà, Brejnev va décider de la pluie et du beau temps en Tchécoslovaquie. Bon, c'est un peu ça, parce qu'il ne voulait pas, c'était les ennemis jurés. Tu ne peux pas t'affilier à l'OTAN. On voit d'ailleurs même encore une sorte de continuité de cet élément avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Ça fonctionne sur le même principe. Ce que Zelensky a essayé, enfin c'est même pas lui, c'est commencé avant lui avec Pietro Poroshenko, son prédécesseur, l'ouverture vers l'Occident, on peut appeler ça le printemps de Kiev, qui n'a pas plu à Vladimir Poutine parce que à l'époque, à la base, l'Ukraine est une république soviétique. Voilà, c'est une république soviétique. La centrale de Tchernobyl s'y trouve. L'Antonov 225, le plus gros avion, le plus gros porteur de service jamais fabriqué, a été fabriqué en Ukraine. Et l'Ukraine avait énormément de têtes nucléaires soviétiques jusqu'au démantèlement du bloc en 91, où tout a été rapatrié du côté de Moscou. Mais l'Ukraine est un pays historiquement soviétique, et ça fait que Poutine a procédé exactement comme ce que Leonid Brejnev avait fait en 68, envahir la Tchécoslovaquie pour punir la Tchécoslovaquie d'avoir essayé de s'ouvrir à l'Occident. De la même manière que l'Occident, eux, ils voulaient gagner de plus en plus de zones d'influence. On l'a aussi vu en 2008 quand ils ont essayé d'amadouer le président ukrainien Viktor Yanukovych en lui demandant de signer le traité d'association à l'Union européenne. Et comme il a finalement refusé, la CIA et les Européens ont organisé une révolution qui a renversé Yanukovych, qui a donc installé Poroshenko, qui lui a commencé à s'ouvrir à l'Occident, et de même que son successeur Volodymyr Zelensky, et évidemment, ça a considérablement suscité le courroux de la Russie. C'est ça les prémices en fait de l'invasion de la Russie par Poutine que nous observons à partir du 24 février 2022. Donc on est en fait dans la continuité d'une sorte de guerre d'idéologie qui a cours depuis ces années-là, depuis les années de la guerre froide. Rien de nouveau sous le soleil, comme j'ai l'habitude de dire.
Et donc voilà, parce que tu as l'OTAN qui était donc constitué d'une part de ces pays occidentaux qui aimaient le capitalisme et la récupération militaire des pays du Sud. Ils vont récupérer le Sud-Vietnam, ils vont récupérer le sud de la Corée, ils vont récupérer l'Allemagne, ils vont récupérer le sud de la Chine, Taïwan, pour être plus précis. Donc voilà, alors que l'alliance du pacte de Varsovie, elle attirait ces mêmes pays vers l'idéologie communiste. Le nord de la Corée, l'est de l'Allemagne, le nord du Vietnam, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui va entraîner, c'est ces blocs-là, ces conflits-là qui vont entraîner la forte division qu'on va avoir à travers les années. Souvent, comme je viens de dire, tu as le nord qui est communiste, tu as le sud qui est capitaliste. Tu as donc ça lors de la division de la Corée en 53. La Corée du Sud plus occidentalisée, la Corée du Nord plus communiste. Tu as ça sur le Vietnam quand Ho Chi Minh proclame la République, l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 45. Tu as le Sud Vietnam, appelé le Viet Cong, bref, le Sud Vietnam, dirigé par les Occidentaux, qui s'oppose au Vietnam du Nord, le Viet Minh, qui est plus communiste, plus favorable au bloc sino-soviétique, et ainsi de suite. En Chine, tu as ça avec le côté sud de Taïwan, qui a été récupéré par les Américains, qui ont placé là-bas Chiang Kai-shek et son parti nationaliste du Kuomintang, et tu as le parti communiste de Mao Zedong et de Deng Xiaoping du côté continental, un peu plus au nord, et ainsi de suite. Et donc, voilà. C'est un peu comme ça. L'Allemagne, elle aussi, sera partitionnée en plusieurs zones. Donc, c'est ces idéologies-là qui vont amener toutes ces guerres. Parce que donc, Monsieur Brejnev, j'espère que vous gardez le fil. Hein. Moi, je ne perds pas le fil de mes analyses. Si vous avez perdu le fil, tant pis pour vous. On a dit que le niveau va s'élever, donc tant pis pour les enfants. Donc, et comme je disais, c'est cette invasion de la Tchécoslovaquie qui met fin à l'ouverture, le printemps de Prague, initié par Dubček, et qui permet d'implémenter la fameuse doctrine Brejnev que je vous ai exposée. Et c'est pour ça que je vous disais que quand Léonid Brejnev prend le pouvoir, Monsieur Alexandre Solianitine, écrivain qui veut dénoncer les tares du goulag, du pénitencier, les conditions des opposants politiques et tout. Ah non, c'est le pire endroit où le faire. Donc, il ne pourra pas parce que Brejnev est un dur. Et c'est pour ça que je vous présentais tout à l'heure Monsieur Brejnev pour justement vous évoquer en fait qui il était, ce qu'il faisait à l'intérieur de son pays et ce qu'il faisait déjà envers les autres pays. Donc voilà, il faudra attendre en fait pour que tout ça prenne fin et que Monsieur Solianitine puisse à nouveau publier ses bouquins. Il faudra attendre 1989 et la chute du mur de Berlin, ce qui va entraîner une sorte d'enchaînement, une contamination des révolutions à travers le monde communiste. C'est-à-dire tu vas voir ce qu'on va appeler le fameux vent de l'Est, dont tu vas voir le démantèlement de la Tchécoslovaquie, qui va se scinder en deux. On l'a encore aujourd'hui, la Slovaquie d'une part, la République tchèque d'autre part, la Tchéquie de Pavel Nedved, que personne de vous n'ignore, le ballon d'or de la Juventus. Pavel Nedved, Milan Baros, le joueur du Milan AC, ou encore Poborski. J'adorais la République tchèque, notamment lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. C'était extraordinaire. Avec le Borussia, la Jan Koller, c'était génial. Donc, vous aurez d'une part la Slovaquie, et ce genre de choses. Vous aurez la Roumanie qui va se débarrasser de Nicolae Ceausescu en 89 après la Révolution. En fait, vous allez avoir une série de révolutions, et je vous parle souvent même également de Nicolae Ceausescu ici. Et voilà, donc la chute du mur de Berlin va entraîner cet effet domino. Et la Tchécoslovaquie va échapper au contrôle soviétique, tout comme les autres, voilà, y compris le démantèlement proprement dit de l'Union soviétique en elle-même. En Chine, bon, vous allez avoir une tentative de révolution aussi, en 89, sauf que les Chinois n'ont pas réussi. Il y a eu des tentatives, il y a eu des revendications pour plus de libéralisme politique, genre le multipartisme, ce genre de choses, la liberté d'expression. Non, Podolski, celui dont tu parles, c'est Lukas Podolski. Lui, c'est un joueur allemand d'origine polonaise. Je parle de Poborski. C'est un Tchèque. Il joue avec Nedved, Poborski, Milan Baros et Jan Koller, le géant du front de l'attaque. Celui dont tu parles, c'est Lukas Podolski. Lui, il joue au FC Köln. C'est un gars de Köln. Enfin, Cologne.
comme vous appelez en français. Une ville où on aime faire la fête, on aime faire la java. C'est pour ça qu'il est il est très fêtard. C'est le Oyongo Bitolo de la sélection allemande. Quand l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde en 2014, c'est lui qui a fait la bringue partout. Il a dit aux habitants de Cologne, nehmt Köln auseinander, c'est-à-dire, mettez Cologne sans dessus-dessous, c'est-à-dire faites la fête, renversez la ville, brûlez tout, cassez tout, c'est la fête. Donc voilà. Remontons à nos venons, dont les révolutions en Chine, malheureusement, disais-je, n'ont pas réussi. Elles ont été matées par Deng Xiaoping, le fameux massacre de Tiananmen en 89 sur la place centrale de Pékin, la place Tiananmen, la plus grosse place du monde. Bon voilà, les Chinois étaient heureux que Deng Xiaoping ait lancé les 4 modernisations, dont l'agriculture, l'industrie, les sciences et techniques, l'armement, mais ils réclamaient la 5e modernisation, qui était la démocratie. Et cela leur a été refusé. Mais sinon, voilà, en général, l'année 1989 a mis fin à un vaste contrôle des États communistes qui étaient contrôlés depuis Moscou, et par la même occasion à la doctrine Brejnev. C'est justement par rapport à cela que vous allez voir qu'au Cameroun, les gens vont commencer à revendiquer aussi le même libéralisme. Vous voyez pas la concordance des époques 89 à 91, la même période. C'est pour ça que vos conférences nationales souveraines, vos revendications de multipartisme, tout le tralala, ça commence justement à cette époque-là. C'est-à-dire, c'est un effet domino, c'est un effet de contagion. Le vent de l'Est s'est propagé sur les pays africains parce que beaucoup de résistants africains avaient des soutiens en URSS, avaient des soutiens justement dans le bloc de l'Est, dont aussi, que ce soit des soutiens du pouvoir, encore des soutiens citoyens. Et donc, quand le bloc de l'Est a commencé à éclater, les gens aussi ont commencé à revendiquer la même chose, la même souveraineté populaire dans les pays, voilà, dits du Sud. Et c'est ainsi que, voilà. Donc c'est ainsi qu'on a eu tout ce que vous avez connu là en Tchécoslovaquie. Ce qui va se passer, ça s'appelle la révolution de velours. Donc voilà, c'est à partir de là en 89, donc après la révolution de velours, que on va voir le retour d'Alexander Dubček dans l'échiquier politique du pays. Lui qui avait été renversé il y a quelques années en 68 par Monsieur Brejnev, et c'est là qu'on va voir, voilà, la dissolution et les les nouvelles réformes de plus en plus libérales et tout. Donc voilà, ce qui va maintenant favoriser le retour d'Alexandre Solzhenitsyn. Je vous ai dit, ne perdez pas le fil. Je parle d'un écrivain, Monsieur Solzhenitsyn, qui a eu énormément de mal à publier en Russie, en Union soviétique, les livres qu'il écrivait sur les conditions de détention des prisonniers, notamment son livre qu'il a publié en 73, qu'il a été obligé de publier à Paris, le livre intitulé L'archipel du Goulag, dans lequel il détaille les conditions de détention des prisonniers politiques. Et je dis, toutes ces conditions de restriction, toutes ces restrictions ont été alimentées par des dirigeants russes, enfin soviétiques un peu fous, comme Staline ou encore Leonid Brejnev. Et là, je vous présentais ce que Brejnev fabriquait ça et là, et on faisait une petite parenthèse sur le contexte mondial à cette époque. Et donc là, je suis en train de vous parler de cette année 89 qui voit donc une succession de révolutions après la chute du mur de Berlin, qui va aussi entraîner la chute du mur, la chute du bloc soviétique. Et pourquoi est-ce que le bloc soviétique tombe alors qu'on a quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps là-bas, à savoir Leonid Brejnev? C'est parce que Brejnev n'est plus au pouvoir depuis 84. Il est remplacé par quelqu'un de très libéral, dès les années 84-85, un certain Mikhail Gorbatchev. Et Gorbatchev, lui, c'est quelqu'un de très souple, c'est-à-dire il est beaucoup plus tendre, beaucoup moins regardant. Il est même presque occidentophile, il est américanophile, il aime littéralement les États-Unis, il aime littéralement l'Amérique, il aime l'ouverture, le libéralisme et tout. Il avait mis sur pied une doctrine qu'on appelait la glasnost. C'est une doctrine, qu'il avait initiée lors du 27e congrès du Parti communiste à Moscou. Comment je peux expliquer ça? Glasnost, en fait, ça signifie un truc comme clarté, liberté, transparence, bref, tout ce qui a trait à l'assouplissement, voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qui a causé donc sa glasnost, c'est le fameux accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui est survenu le jour même de mon anniversaire, le 26 avril 86.
bon, je suis pas né en 86, mais c'était le 26 avril quand même, et dont nous subissons même encore les effets aujourd'hui. En fait, dès lors, les gens commençaient à s'exprimer parce que à l'époque, si tu critiquais par exemple la politique énergétique du gouvernement, bah tu finissais dans le goulag, tu finissais sous Brejnev, c'était chaud. Donc sous Gorbatchev, il vous donne la possibilité, surtout après l'accident de Tchernobyl, de dire ce qui ne va pas dans le pays. Donc, si le réacteur n'est pas bien sécurisé, si le cœur est trop chaud, si ça peut déboucher sur un Zupagao, sur un accident nucléaire, il faut prévenir, il faut, parce que l'accident de Tchernobyl a marqué des générations. Même actuellement, la zone est toujours contaminée. Il faut attendre des siècles pour pouvoir aller là-bas et construire une maison, planter des arbres. Il faudra peut-être attendre 10 000 ans, je sais pas, pour planter des oranges, des mandarines. Vous allez là-bas aujourd'hui, vous êtes exposé sans combinaison pendant seulement 5 minutes, vos jours sont comptés. Et donc, voilà. Monsieur Gorbatchev va donc assouplir le climat politique au pays après le 27e congrès du Parti communiste et ça permet donc aux populations de dire tout ce qu'ils n'aiment pas. Donc la dénonciation des failles de sécurité dans les centrales nucléaires, le cas échéant par exemple. Et cette liberté de critiquer va forcément avoir des conséquences parce que pendant 10 ans quand même, si vous prenez près de 10 ans, si vous prenez des années du début des années, Monsieur Brejnev va régner jusqu'en 82. Donc, si vous prenez de ces années-là jusqu'en 91, pendant près de 10 ans, vous avez des gens à qui vous avez laissé la possibilité de s'exprimer, de parler, de critiquer. Il faut garder à l'esprit que tous les pays membres du pacte de Varsovie ne sont pas des pays soviétiques. Ce sont des pays pour certains avec leur identité, leur culture propre. Et si depuis 10 ans, vous les habituez à parler, à exprimer leurs désaccords, leurs courroux, vous nourrissez en fait leurs sentiments de détachement. Des pays comme la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie vont finir par se dire, est-ce qu'on est obligé de rester là sous la coupe de Moscou et tout, puisque maintenant on peut parler, on en a marre, et donc, nourri aussi par la communication occidentale, les Américains qui ne lâchent pas, qui les draguent abondamment, ça va induire l'éclatement du bloc soviétique, avec la naïveté et la faiblesse de de Mikhail Gorbatchev. Donc voilà, c'est sous Gorbatchev donc que, dès le début des années 80, en 84 notamment, notre cher écrivain Monsieur Solzhenitsyn sera réhabilité et qu'il pourra revenir en Russie après un exil qui aura duré, plus de 20 ans. Voilà, et c'est là qu'il va mourir tranquillement en 2008, à 89 ans, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était notre grosse parenthèse que nous ouvrions, qu'on a ouvert sur les conditions de détention dans un pays dont le Cameroun s'est énormément inspiré, l'Union soviétique, où vous aviez des anisés et canés tous les jours, vous aviez des gens qui laisser mourir les gens simplement parce que ils avaient exprimé une idée politique qui ne plaisait pas à leurs geôliers. Donc voilà, à la fin de cette parenthèse, donc ce que je voulais relever en parlant de lui, c'est de Solzhenitsyn, c'est que il va énormément écrire pour documenter ce qui lui arrive, pour documenter justement ces conditions de détention là où on laisse mourir des gens, alors que les vrais bandits, eux, ils sont carrément super bien traités, ils sont les caïds de la prison, sont des princes, on leur envoie même des go. Donc voilà. Et Solzhenitsyn a écrit, nos prisonniers, c'est vrai que tout le monde n'a pas la fibre de la plume, mais que ceux qui peuvent écrire, écrivent, c'est important. Écrivez quand vous êtes en prison, écrivez vos conditions, parlez-en, ce sera publié un jour tôt ou tard, et ça servira de tribunal, de réquisitoire contre ce régime de voyous. Que ce soit sous Staline, où il a dû gagner la prison, entre 41 et 53, Monsieur Solzhenitsyn a écrit, plus les 6 années d'exil kazakh au Kazakhstan jusqu'en 53 sous Nikita Khrouchtchev, il a écrit, que ce soit parmi la période où il était muselé sous Leonid Brejnev, il a écrit. Donc voilà, la censure était terrible en fait, la répression vers les dirigeants politiques était énorme. On était même obligé à l'époque, on utilisait un réseau clandestin de publication. On appelait ça le samizdat. C'était une sorte de marché noir où les livres interdits, parce qu'ils évoquaient des thèmes qui fâchent, genre des thèmes qui normalement vous font risquer la mort.
Donc voilà, donc on a développé un truc, on appelle ça le samzidat, vraiment, c'est-à-dire un réseau, vraiment un réseau une bulle noire ou des complices. Le livre circulait, c'était pas officiel, mais le livre circulait, on s'échangeait le livre au coin d'une rue avec un pull à capuche, un manteau noir, visage caché, que tiens, moi j'ai le livre, tiens, par exemple, comme je t'ai donné là, garde-le, parce que si on te voit avec, si on nous voit, on est foutu, on est dedans. Ça donnait ce genre de choses. Voilà. Monsieur Solzhenitsyn va donc énormément souffrir de ces conditions-là, parce que beaucoup, comme beaucoup d'autres dissidents politiques, voilà, il va souffrir de ces conditions pénitentiaires. Et dans son livre qui nous intéresse ici, et dans celui-là qu'il a écrit à Paris, et que je vous invite à aller lire, L'archipel du Goulag. C'est plus de 250 témoignages des gens qui ont subi ce que lui-même il raconte dans les fameuses prisons. Et c'est sûr, c'est pas genre pendant un week-end, non, ça s'étale sur une longue durée. Il a commencé à écrire en 56, il a fini en 67, et il a publié en 73. C'est une anthologie, voilà, c'est une sorte d'anthologie, une sorte de mosaïque littéraire. Et voilà. En fait, il avait carrément peur quand il a fini d'écrire, il avait peur de le diffuser parce qu'il savait les conséquences que ça allait y avoir. Et évidemment, la police politique a découvert justement ce sur quoi il travaillait et a confisqué le manuscrit. La chance qu'il a eue, c'est qu'il en écrivait beaucoup. Donc voilà, parce que ça blaguait pas. À l'époque, les services secrets russes, dont le KGB, qui sont l'ancêtre du FSB, les services secrets d'aujourd'hui, avaient réussi à mettre la main sur son livre. Donc comme il avait fait plusieurs copies, évidemment, il en a envoyé certaines ailleurs, loin, pour qu'elles ne se perdent pas. Il n'y avait pas Google ou le mail où sauvegarder des trucs, donc il les envoyait à Paris. Voilà. En fait, la méthode était simple pour les dirigeants de l'époque, notamment sous Brejnev. Premier élément, on parlait russe dans les prisons. Donc même si tu venais d'où, tu parlais russe, c'est-à-dire tu parlais russe. Tu allais sauf que parler russe. Un peu comme quand tu arrives, tu veux faire ton dossier au commissariat chez Paul Biya, on te parle en bolo, on te parle en ewondo, on te parle en, voilà, on te parle en, et tu te dis, mais c'est toujours le pays, ou bien c'est quand même plusieurs langues, non? L'Union soviétique, c'était plusieurs langues. Comment on parle seulement le russe? Le Cameroun, c'est plusieurs langues, mais tu arrives, tu es traité comme un étranger par des gens en galon, qui te regardent comme s'ils allaient te faire pipi dessus, s'ils ne le font même pas, d'ailleurs au sens propre. Autre élément, on t'envoyait dans le froid de Sibérie pour peupler. C'était même comment dire, c'est-à-dire l'un des projets de peuplement de la Sibérie mis sur pied par les dirigeants Staline, Brejnev et consorts. Ça a été fait au forcing, dont toi le prisonnier, ta punition c'était tu allais vivre en Sibérie. Parce qu'il fallait pas que la région soit déserte, c'est une région du pays dont elle doit être peuplée. Il doit y avoir des maisons là-bas, des villes là-bas, des activités là-bas, une économie là-bas qui fonctionne, dont vous allez là-bas. Et donc c'était l'un des éléments. Soit, quand tu arrivais, enfin pas soit, tu arrivais en prison, tu parlais russe, tu allais sauf que parler russe, sinon tu étais perdu. Soit on t'envoyait donc en prison, soit tu partais peupler la Sibérie et le froid, ou on t'envoyait au Kazakhstan pour peupler le Kazakhstan aussi, d'où l'exil par exemple de Solzhenitsyn au Kazakhstan. C'est là-bas qu'on l'a envoyé pendant 6 ans. Et évidemment, l'un des éléments pratiqués par les dirigeants de l'époque, c'était on te collait des accusations mais farfelues. On te condamnait sans jugement avec des blabla du genre hostilité contre la patrie, rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et blablabla et blablabla. Et bien sûr, on te laissait moisir dans des conditions horribles. Vous avez Rodrigue Baguio au Camer, vous avez Anissé Canet, vous avez, c'est-à-dire parfois le simple fait même de bouger, le simple transport d'un point A à un point B était mortel parce que le trajet, les conditions, c'est-à-dire c'était chaud. Et c'est d'ailleurs en fait pour ça qu'on a appelé qu'on appelait le goulag l'archipel. L'archipel, ça y en avait plusieurs. Parce que certaines personnes, vous avez dû vous demander pourquoi le livre s'intitule L'archipel du Goulag. Il y en avait plusieurs. C'est comme s'il y a un pénitencier, il y a un Goulag à Anfou, il y a un Goulag à Kondengui, il y a un autre à Newbel, il y a un autre ici. Donc, ça crée plusieurs îles de Goulag à l'intérieur du pays. Parfois, on te transporte de l'une à l'autre dans des conditions pas possibles. Tu peux mourir pendant le trajet. Beaucoup de gens mouraient
pendant le trajet. Les lieux de détention n'étaient d'ailleurs pas tous connus. Quand tu vois sur Facebook, on dit tel a été arraché, extirpé de sa cellule, conduit vers une destination inconnue. Ça, ce sont des méthodes soviétiques. Ce sont les méthodes de Paul Biya, de Staline. Ce sont les méthodes comment dire, ce sont les méthodes que les soviétiques pratiquaient sur leurs opposants. La magnificence avec laquelle Paul Biya a appliqué cette formule, en fait, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Donc voilà. Et enfin, je ne sais pas. Quand on regarde avec du recul, les crimes, en fait, finalement, pour des gens qui avaient chassé le tsar de Russie en disant que non à la monarchie, plus de droits de l'homme, plus de liberté, plus de blablabla, finalement, les meurtres sous Staline, sous Brejnev, sous des gens comme ça étaient même encore plus nombreux que sous le tsar. Pourtant, on était content de renverser le tsar, Nicolas Romanov, alias Nicolas II, lors de la révolution de 1917. Et quand je fais le parallèle avec le Cameroun, franchement, en matière de crimes, bien n'a pas baissé le nombre de morts par rapport à Aïdjo. C'est-à-dire en 43 ans, parce que Aïdjo a commis des massacres de masse aidés de la France lors des génocides pratiqués dans les montagnes ou en Sanaga-Maritime et un peu partout dans le pays. Par contre, Paul Biya, c'est-à-dire sur 43 ans, je crois que le compte est bon, hein, les jeux sont bons. En termes de nombre, surtout avec ce qu'il a commencé dans le Nose en 2016, il a vu que les gens qu'il tuait de temps en temps à Yaoundé, à Douala, par-ci par-là, c'était trop lent. Donc il a fallu organiser une guerre absurde en radicalisant les anglophones en 2016 pour mieux les assassiner avec une légitimité derrière. Finalement, de la même manière que on a l'impression que les crimes sous le tsar, enfin sous les révolutionnaires étaient plus nombreux qu'avant, j'ai la même impression que sous Aïdjo, enfin sous Biya, les crimes sont sont au moins, mais vraiment à minima tout aussi nombreux. C'est une impression sur la longueur de la durée de règne. Il a vraiment cette envie-là de se rattraper quand on voit comment on passe à la vitesse supérieure ces dernières années. On ne peut que lui tirer le chapeau. Donc, voilà. Je vais comme ça prendre à la volée quelques assassinats que Paul Biya a commis, d'où le titre du truc Paul Biya, l'amour du sang. Angèle Bervin, Monseigneur Plumet, les sœurs de Djoum, l'abbé Mbassi, même sa femme, Jeanne Irène, attendez. C'est-à-dire, on va en parler en mode morceau choisi même, pour que les Camerounais soient tous outillés dessus et sachent même de quoi il s'agit. C'est-à-dire, comme au Cameroun, pour finir l'épisode des prisons, en Union soviétique, c'est-à-dire des gardiens, de simples gardiens de prison, se muaient en, comment dire, en bêtes sauvages, cruelles, aucune compassion humaine, des gens qui prenaient du plaisir à tuer ou à voir mourir. Faut voir comment les policiers, les gendarmes ont écrasé le cours de Tamfou Richard il y a quelques mois, en pleine ville. C'est-à-dire carrément, vous avez déjà pris quelqu'un, vous le muselez, vous le menottez, il a les bras carrément liés, vous prenez encore les bottillons des militaires, là vous posez sur son cou. Mais c'est quoi le projet? En plein jour. Vous avez Florent Bossi qu'on a torturé comme pas possible dans les prisons, c'est-à-dire voilà, et avec des prisonniers tout aussi pervers les uns que les autres, femmes y compris. Vous avez Thérèse Assomo qu'on a roulé dans la boue. Et vous avez donc Anissé Kanessi qu'on a débranché de son appareil. C'est-à-dire, parfois, en Union soviétique, on te privait juste de lumière, de nourriture, juste pour te fatiguer, en fait, mentalement et physiquement. Et au Cameroun, c'est vraiment la même chose. Avec donc les coupeurs de tête, les violeurs, les pédophiles, ça va. Mais ce qu'on torture, c'est les dissidents politiques. C'est-à-dire, parce qu'on considère que l'opinion politique, c'est le plus gros crime. Le Cameroun est pile comme ça. Je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. C'est pile comme ça. Et maintenant, il y a, en Union soviétique comme au Cameroun, le cynisme devant la mort. C'est-à-dire, tu meurs, on ne te laisse même pas reposer en paix. Les criminels sont même, c'est-à-dire, ils ne sont même pas capables d'avouer leurs crimes. Ils ne sont même pas capables de faire leur mea culpa. La musaraigne qu'on appelle André Luther Meka
et le message distillé le message qu'il a distillé sur Facebook l'autre jour, là, où il te fait publier un flyer avec Maurice Kamto derrière, tu as Anissé Kane Pende Koké l'autre devant, tu te dis mais waouh. C'est-à-dire, en fait, la tactique de Biya est extraordinaire. J'élimine tes alliés, j'élimine ceux qui sont autour de toi pour mieux t'isoler. Et évidemment, pour remuer le couteau dans la plaie, je t'accuse de les avoir éliminés. Ça me rappelle la pauvre femme du village qui perd son mari, un mari riche, qui a peut-être eu un accident de voiture. Elle est dévastée, elle est triste, elle est blessée, c'est-à-dire, elle est à bout, elle est à zéro. Son âme est achevée. Elle est HS. Mais les gens viennent encore dire que c'est toi la sorcière qui a assassiné ton mari. C'est exactement le même cas de figure auquel on assistait dans l'épisode Anissé et Kane. Le cynisme devant la mort. Comment vous pouvez tuer quelqu'un parce que ce sont eux qui ont tué Anissé et Kane? C'est-à-dire Paul Biya, Atanganji et toute la bande, ils ont assassiné Anissé et Kane dans un pays où Dieu a donné, dans un monde où Dieu a donné à tout le monde l'oxygène gratuit. C'est-à-dire, c'est gratuit, le dioxygène, O2, gratuit dans l'atmosphère. On te dit maintenant mais comment quelqu'un va est-ce que tuer quelqu'un est dur? La meilleure manière de tuer quelqu'un, c'est de le priver d'oxygène. Nous, on a besoin de respirer. Tout le monde, enfin, tous les êtres vivants ont besoin de respirer. Enfin, tous les êtres vivants. Je connais pas les micro-êtres là qui vivent sous l'eau et je ne sais quoi. Mais en tout cas, les mammifères ont besoin de respirer. Ou en tout cas les gros animaux humains y compris ont besoin de respirer pour vivre. Même les poissons respirent. Les gens pensent que les poissons respirent dans l'eau. Non, pas du tout. Ils respirent pas en buvant l'eau. Ils prennent l'oxygène de l'eau pour respirer. L'eau qu'ils prennent s'échappe par les branchies sur les côtés là, mais c'est pas comme s'ils la boivent. Eux-mêmes, ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Et évidemment, l'eau, c'est l'oxygène. C'est-à-dire un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène, ça te fait la molécule d'eau. Donc, c'est le béyaba, c'est l'élémentaire de la vie. L'oxygène. On te le prend, on te l'enlève comme ça. Pour rien, sans scrupule. Et après, on s'en félicite. On fait des flyers, on te montre, on te dit, ah tiens, regardez, ceux qui se rapportent de Maurice Kamto finissent par mourir. Donc en gros, MK est l'assassin de ses collaborateurs. Vous imaginez, vous voyez le cynisme, vous voyez jusque la méchanceté des gens peut aller. C'est terrible. Donc voilà. En fait, ça me rappelle un peu. C'est comme chez les Afghans. Les gens qui nous traitent de talibans, et Dieu. Les gens qui nous traitent de talibans se comportent eux-mêmes comme des talibans. Depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021, on interdit aux femmes de parler, même entre elles doivent chuchoter. C'est-à-dire, sur la place publique, là, vous devez faire profil bas. Elles ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas accompagnées, elles sont assistées. Et évidemment, si on te fait violer, si tu te fais violer, bah, la punition pour ton violeur, c'est que tu vas l'épouser. Donc, si tu vois une belle fille, je vous donne un conseil, les gars, si vous voyez une belle femme, et que vous ne savez pas comment faire pour la draguer et que peut-être elle ne vous aime pas, amenez-la en Afghanistan, violez-la, vous allez l'épouser en guise de récompense. C'est la méthode d'Astico, la méthode cadavérique là que le régime Biya a mis sur pied. C'est-à-dire tu te fais y assassiner, tes proches pleurent ton assassinat. Et la seule compensation qu'on leur donne, c'est de leur dire que tu es responsable qu'ils sont responsables de ton assassinat. Donc la femme est carrément responsable de son viol, au point où elle doit épouser le violeur, le double traumatisme. Comme ça, sans pitié. Donc vraiment, c'est terrible. Et ça relève de ce qu'on vous a déjà exposé ici, les fameuses techniques de manipulation qui avaient été mises en exergue par Charles Pasqua. Vous connaissez Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur sous Édouard Balladur. Ce ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, à plusieurs reprises entre 95 et 81, 93, 95. Je crois qu'il était ministre de l'Intérieur sur 2 ans. Il est mort il y a pas très longtemps, c'était en 2015. Bref, que nous dit Charles Pasqua? Ça, c'était juste pour présenter brièvement le personnage. Il a développé des techniques de manipulation. Bon, ce n'est pas intégralement de lui, on a juste habillé, mais bon, politiquement, ça lui est attribué. Charles Pasqua nous dit donc que les dictatures fonctionnent avec le modèle de l'affaire dans l'affaire. C'est-à-dire quand on est
emmerdé par une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire, et si possible l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Tant et si bien que, à la fin de l'affaire, on ne sait même plus quelle était l'affaire principale. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand quand je parlais de Solzhenitsyn, je vous disais qu'il a publié, par exemple, son livre à Paris. Mais vous savez que même là-bas à Paris, c'était la censure, c'était chaud. Le Parti communiste, par exemple, avait un grand pouvoir, et quand Solzhenitsyn a publié son livre là-bas, les communistes ont créé l'affaire dans l'affaire parce que c'était les amis des Russes. Là-dedans, ils ont dit que ils ont créé des journaux à charge, des trucs. Ils ont dit que Solzhenitsyn était un admirateur d'Adolf Hitler, que c'était quelqu'un de très impulsif, qui faisait trop la caricature, il exagérait, le régime n'était pas si méchant que ça. C'est-à-dire, on va même lui rappeler que quand Brejnev était au pouvoir, tu as quand même réussi à publier 2-3 livres. Donc, comment tu peux dire que c'était la dictature et que c'était le goulag alors que tu as publié? Si tu es entré dans le goulag, c'est parce que tu as fait des actes d'hostilité contre la patrie en faveur de nos ennemis nazis. C'est ça l'affaire dans l'affaire. Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, l'auteur que j'ai évoqué ici pendant une longue parenthèse, a subi cela. Et au Cameroun, c'est ce qui est actuellement sublimé, mais pratiqué avec une dextérité, avec un talent hors norme. Donc, les billéistes procèdent comme ça. C'est-à-dire l'affaire dans l'affaire. Ah, c'est Kamto qui a vraiment tout le monde qui se rapproche de Kamto finit par mourir. Hein. Ah, Wilfred, c'est toi le prochain. Ah, Wilfred. Ils ont oublié tout le monde qui s'est rapproché de Billet et qui est mort. Ils ont oublié que si chez Anissé et Kané, si chez Kamto, c'est le cimetière. Genre, ceux qui se rapprochent de Kamto, ceux qui se rapprochent de Maurice Kamto finissent par mourir. Chez eux, c'est la nécropole. C'est-à-dire, donc, comment dire, un ensemble de cimetières. C'est carrément tout un territoire dédié aux morts et aux cadavres et aux tombeaux. C'est pas une parcelle de terrain de, je sais pas, quelques mètres carrés. Non, c'est vraiment c'est toute une région. Les cadavres de Paul Biya peuvent remplir une région entière. C'est une nécropole grandeur nature. Parce que vraiment, et ils aiment ça. L'affaire dans l'affaire, très talentueux dedans. À chaque fois, il te sort un truc qui te fait carrément partir du sujet principal. On appelle ça le négationnisme, vraiment, parce que tu dénonces un mal, on te dit que non, le mal là, ce n'est même pas le mal, voici le mal, en fait, on t'en invente un. Le négationnisme, c'est l'art de dire que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Ou on peut m'appeler ça aussi, de manière plus souple, le révisionnisme. Ça, c'est l'art de changer, en fait, la vérité. C'est-à-dire, tu as une vérité crue devant toi, tu la changes, ça devient une vérité plus colorée, une vérité plus douce, une vérité édulcorée, enjolivée, une fausse vérité en fait. C'est ça l'affaire dans l'affaire. Au Cameroun par exemple, mais on m'a même dit que Biya, c'est grâce à Biya que je peux écrire sur Facebook depuis l'Allemagne. On dit que mais si Biya n'était pas là, est-ce que tu aurais fait l'école? Si Biya n'était pas là, est-ce que tu serais allé en bain? Bref, c'est... En tout cas, mesdames et messieurs, le livre est disponible dans les parcours de lycée en Russie. Pour vous, vous pouvez l'avoir sur Amazon, l'archipel du Goulag. Mais actuellement, il est disponible dans les parcours de lycée en Russie. Ça permet de témoigner de cette époque. Et vous voyez donc que quelqu'un qui a été muselé hier. Pardon, vous voyez bien que quelqu'un qui a été muselé hier, aujourd'hui, on lui permet de se déployer, on lui permet de s'exprimer. De la même manière, je vous ai dit que mon but, quand vous étiez derrière le bon diable à insulter ceux qui avaient une vision plus mesurée, que mon but n'est pas de me faire aimer aujourd'hui. Le but, c'est la suite, c'est dans 10 ans, 20 ans. Comme vous êtes entouré de gens qui ne comprennent rien et qui s'agitent sur TikTok dans le vide, eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont dans ce qu'on appelle le hic et nun, le ici et maintenant. Chaque fois que vous allez les entendre parler, souvenez-vous de ça, le hic et nun. C'est-à-dire, dans leur tête, c'est maintenant, là. Si on t'aime maintenant, c'est que tu es un héros. Si on te déteste maintenant, c'est que tu t'es trompé, tu as tout raté. Ben non. Malheureusement, non. Ou plutôt, heureusement, non. L'histoire a ceci de beau, que c'est après qu'elle donne les récompenses. C'est après. Ce qu'on a rejeté aujourd'hui vont être enseignés demain. Ce qu'on traitait de fou aujourd'hui, il y aura des prix demain en leur nom. Et ainsi de suite.
Et c'est donc ainsi qu'aujourd'hui, en 2025, vous pouvez trouver Alexandre Solzhenitsyn dans certains lycées en Russie. C'est-à-dire, voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas l'habitude de chercher des amis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit à mon fiston pour son anniversaire, c'est aux sages de se faire suivre par les cons et non aux cons de se faire suivre par les sages. C'est le con qui suit le sage et non le sage qui suit le con. Donc, suis toujours la voie de la raison. Tu peux te retrouver dans une situation en face de toi, tu as 10 000 personnes, mais qui sont dans la folie, ne les suis pas. Ils sont dans la folie. Ça s'appelle l'hystérie collective, l'hypnose générale, la folie collective. Donc, il n'y a pas de raison à dire comme c'est la quantité, je vais. Non, 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 non. Tu peux te retrouver à soutenir quelque chose d'absolument inexistant qui va disparaître comme peau de chagrin en quelques semaines, alors qu'il y a quelque temps encore, c'était le tube de l'été, dont la connaissance de l'histoire nous rend aguerris face à ces choses. J'espère que vous me comprenez à ce niveau. Donc, Anissé Kane, dont je vous ai fait la biographie dont l'autre jour, c'est le 1000e prisonnier politique, en fait, de Paul Biya. Le 1000e assassiné le 1001e, pardon, assassiné, c'est-à-dire le 1001e assassiné d'une longue série. Je sais pas. Paul Biya, en fait, la mort, Paul Biya a toujours utilisé la mort ou le laisser mourir comme une arme de dissuasion. Vous avez son ami Kim Jong-un en Corée du Nord, qui a créé qui a développé le nucléaire sur les travaux laissés par son père Kim Jong-il et par son grand-père Kim Il-sung. Il a développé le nucléaire pour sécuriser son pays, mais vous avez Paul Biya qui, lui, a créé le goulag pour sécuriser son pouvoir. Et chez Paul Biya, tout le monde y est passé, il ne fait pas le trait, il n'y a pas que les opposants politiques ou bien il n'y a pas... Non. C'est-à-dire, tout le monde y passe. Ses évêques, les évêques, les journalistes, les sœurs, même sa propre femme y est passée. C'est-à-dire, je vais tout à l'heure, alors, je viens de lire un commentaire là, je vais faire un petit inventaire de ce qu'on a éliminé, les Yves Plumet, l'Angèle Benving, les Mbassi, les Jeanne Irène, les sœurs de Jometo. Quelqu'un me demande c'est quoi le goulag? Haha. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut monter lui expliquer ce qu'est le goulag? Pour voir si ceux qui nous suivent ont bien compris ce qui est en train de se dire. Je ne peux pas recommencer à chaque fois. On vous a demandé de partager le live, sinon pour que les uns et les autres puissent en profiter. C'est quoi le goulag alors? Quelqu'un est volontaire pour expliquer? Que ce soit là sur le panel ou en bas en commentaire. C'était quoi le goulag? Quelqu'un dit qu'on lui a répondu. Donc, on va donc parler maintenant des prisonniers, de ce que Paul Biya a dit. On va rendre aux biyistes la monnaie de leurs pièces. Comme ils ont l'habitude de... J'ai failli dire on va un peu souffler avec une chanson de DJ Katika, mais avant d'y aller, on va d'abord parler de l'une, enfin, on va d'abord donner la température, vous allez comprendre. Oui, exactement, officiel Massy, c'est-à-dire c'était l'organisme central qui gérait les camps de travail en Union soviétique et le nom a fini par d'éteindre, enfin, les camps de travail eux-mêmes ont fini par prendre le nom du goulag. Et effectivement, c'est le grand frère, c'est comme tu dis, j'adore ta définition. C'est le grand frère de Kondengi et de New Bell. Exactement. C'est New Bell et Kondengi à une échelle un peu plus élevée. Donc, voilà. Alors, avant qu'on ne souffle, nous allons parler d'un assassinat de Paul Biya. Parmi les assassinats peut-être les moins connus. Et vous allez me dire, je parle aux biyistes qui nous ont dit que c'est Moros Kamto qui a assassiné Anissé Kane, Penda Koka et Paul-Eric Kingué. Je vais vous présenter quelqu'un qui s'est rapproché de Paul Biya et qui a connu la mort. Un blanc, un français, donc un européen, Monseigneur Yves Plumet. C'était un évêque qui officiait dans le Septentrion. Son nom complet, c'est Yves-Joseph-Marie Plumet. On l'a tué le 3 septembre 91, en Gaoundéré.
Et on a tué un homme d'église, c'est si amusant. Hein. C'est quelqu'un quand même. Il avait eu au Cameroun une très longue carrière, une très longue carrière. Il avait notamment été archevêque de Garoua jusqu'en 84 et il avait été remplacé à ce poste par le cardinal Christian Toumi, qui n'était évidemment pas cardinal à l'époque. Donc voilà, qui est Monsieur Yves Joseph Marais Plumet? C'est en fait un évêque, c'est un prêtre qui deviendra plus tard évêque catholique. Il est en retraite au moment où il se fit assassiner. Vous imaginez, mesdames et messieurs, le Nord étant une zone majoritairement musulmane, Monsieur Yves Plumet est en quelque sorte l'un des pionniers de l'implantation du christianisme dans cette zone. Pardon. Donc voilà, il a fondé, il y a un collège doté d'un certain prestige d'ailleurs là-bas, le collège Mazénode, qui était une sorte d'école d'élite qui va former un bon contingent de l'intelligentsia camerounaise du Septentrion, en fait le fameux collège Mazénode. Donc c'est quelqu'un qui a fait du très bon travail. Mais dans la nuit du 2 au 3 septembre 91, il est retrouvé mort. Il meurt, enfin, il est mort étranglé à 79 ans. On va l'étrangler, le pauvre. Des gens, des individus, des malfrats vont venir chez lui, vont frapper à sa porte et il va leur ouvrir. Sauf que, en fait, il aurait pas dû ouvrir. On va le violenter. Et bon, comme il est vieux, il est malade, et en plus il est en infériorité numérique, tu es seul face à tout ce monde-là. Évidemment, il ne peut pas lutter. On va donc l'étrangler et lui ouvrir le crâne. Qu'est-ce que l'enquête va dire, me demanderez-vous? Bon, on va arrêter les proches, hein, le gardien, le chauffeur, le beau-frère, le frère de la femme du chauffeur, dont le beau-frère du chauffeur, on va l'arrêter. Bref, on va arrêter des poids légers, alors que les vrais coupables sont là où on sait. C'est un assassinat politique. En tout cas, la mise à mort de Yves Plumet, c'est un assassinat politique. Parce que les tueurs vont tout ouvrir, en fait. C'est-à-dire, ils vont tout ouvrir. On va retrouver toute essence dessus dessous. Ils vont ouvrir le lit, ils vont ouvrir les coffres, les tiroirs, ils vont ouvrir la penderie, ils vont ouvrir même les latrines, les toilettes, ils vont fouiller, mais tu te dis, mais ça c'est pas une fouille, c'est pas des bandits qui cherchent l'argent, c'est comment on les appelle? C'est des agents de renseignement qui cherchent des informations, des documents. Ces informations, des documents. C'est retrouver ces deux de ces travailleurs, deux de ces employés qui vont le retrouver le lendemain. Celui qui était chargé de nettoyer, Monsieur Bernard François Sa, et le cuisinier, Monsieur Martin Bouba, qui les deux travaillent pour lui. Ils vont se retrouver le matin, les deux en venant au travail. Et c'est là qu'on va le retrouver attaché, trempé dans un lac de sang, dans son pyjama. C'est-à-dire, mais vraiment quelque chose d'assez macabre. On dit même qu'il avait du sang, des sortes de filets, des jets de sang qui dégoulinaient de son nez et de sa bouche. Bon, je sais pas si c'est des jets, je n'étais pas là, un cadavre. Ça dépend de, il est mort il y a combien de temps. Bref, on va pas faire de la nécrologie ici. Mais sinon, voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on le retrouve. Bon, vu que Yves Plumet était un proche de Paul Biya, nous pouvons donc déduire que c'est Paul Biya qui l'a tué, cher biaïste. Est-ce que la sombre vermine qu'on appelle Luther Meka et sa bande de cloportes ignares et les zanzans et consorts là, est-ce qu'ils savent que Biya est arrivé en Gaoundéré en 91, à peine une semaine avant l'assassinat de Yves Plumet, et que les deux ont longuement causé ensemble? Longuement. C'est bon. Vous qui dites alors que Monsieur Anissé Ekane est mort après s'être rapproché de Maurice Kamto, vous êtes quand même d'accord avec moi que Yves Plumet était un Gaoundéré? Je n'invente pas. Et que Paul Biya est allé là-bas et qu'ils ont causé. C'est-à-dire, Paul Biya est l'une des dernières personnes avec qui Yves Plumet a causé. Ils ont causé longuement. Une dernière causerie avec sa victime. Mais voilà. Donc, et vous savez comment ça se passe toujours, non? C'est-à-dire, Blaise et Sankara ont causé aussi longuement. Quelques jours avant la mort de Sankara, l'assassin n'est jamais loin de sa victime. Vous allez même wonder que mais c'est l'assassin qui annonce souvent le deuil, de la victime et qui pleure même plus que la famille. Et voilà ce qu'on a eu sous Paul Biya. Donc si on applique votre logique, et en plus moi je suis même pas en train de caricaturer. Si on applique votre logique, Paul Biya a assassiné Yves Plumet. C'est d'ailleurs même quand vous allez lire
comment dire, la plainte de, enfin, la défense de Yves Plumet au tribunal, c'est ce qui va faire dire à ses avocats que, ben non, vous avez arrêté des innocents. En fait, il faut les relâcher. Euh, vous avez mis les innocents en prison. L'État doit prendre les choses en main, mener une vraie enquête et écrouer les vrais responsables. Ne nous prenez pas pour des fous. Sauf que le souci ici, mesdames et messieurs, bah, c'est que le coupable, c'est Paul Biya. Donc, comment faire quand le coupable, c'est Biya? Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Yves Plumet a dialogué avec Biya, a causé avec Biya, c'était quelqu'un de très proche de Biya, et il a été assassiné comme beaucoup de proches de Biya, ceux qui sont partisans de la thèse de proche de Kamto égale mort, venez répondre à ça là, je vous attends. Donc, et c'était pas seulement même après l'approche de Biya, je sais pas, plus ou moins l'un des agents de la France, même dans la région. Il est une sorte de rapporteur de fait qu'il devait y transmettre à Paris. Et voilà. Bah, mais comme dans ces moments-là, on sait se débarrasser d'un gêneur dont on n'a plus besoin, étant donné que la France elle-même a admis avoir financé Biya lors de la répression des années 91-92. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Colonel Kariezine vous l'a dit aussi. Loïc Le Floch Prigent, le patron des services pétroliers et de l'entreprise pétrolière française,